On les appelle polluants éternels. Un nom aux allures poétiques qui en ferait presque oublier leur caractère ultra toxique pour la santé du vivant, qu'il soit humain ou non humain. On les retrouve dans nos poêles anti-adhésifs, dans nos cosmétiques, nos tenues de sport, nos détergents ménagers, les batteries de nos appareils électriques. Mais aussi et surtout dans les aliments que nous ingérons, l'eau du robinet que nous buvons et l'air que nous respirons. En bref, les PFAS, de leur petit nom scientifique, soit l'acronyme de composés per- et polyfluoroalkylés, pas facile à dire, sont partout, omniprésents dans notre quotidien. Rejetés en toute impunité ou presque dans les sols, les eaux et l'air par les industriels qui adorent y recourir pour leurs propriétés anti-adhésives, anti-taches, anti-inflammables ou encore imperméabilisantes et résistantes à la chaleur. Mais que savons-nous vraiment des PFAS, ces polluants au goût d'éternité que les médecins, scientifiques et autres écologues appellent désormais le poison du siècle? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Henri Wortmann, enseignant-chercheur au laboratoire Chimie-Environnement d'Aix-Marseille Université. Vous écoutez Inspirons, le podcast au service du vivant d'Atmosud, l'Observatoire Air Climat Énergie de la région Sud. Bonjour Henri Wortmann. Bonjour. Bienvenue et merci d'être avec nous pour l'enregistrement de ce qui est le premier podcast engagé pour le vivant d'Atmosud. Et vous intervenez bien sûr au nom du laboratoire Chimie Environnement qui est un partenaire d'Atmosud. On va tout de suite comprendre pourquoi, parce que vous allez nous expliquer que ces polluants éternels, vous les observez essentiellement sur la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objet de ce laboratoire pour lequel vous travaillez? C'est quoi votre travail au quotidien? On a bien compris que c'était l'observation des polluants. Alors, on cherche à quantifier les polluants dans les différentes matrices environnementales, que ce soit l'air, l'eau ou les sols. Et au-delà de leur simple quantification, on essaie de voir quelle est la dynamique de ces composés. Autrement dit, est-ce que les concentrations ont tendance à augmenter ou au contraire à se réduire? Et puis, si ces composés peuvent évoluer chimiquement, en quoi ils peuvent se transformer, puisque les produits de transformation ne sont pas toujours inoffensifs. Bien sûr. Et on a bien compris donc que vous observiez et que vous mesuriez en fait tous ces polluants au sens large. Et parmi ceux-là, il y a les polluants éternels, une typologie ou une sorte de polluant auquel votre laboratoire s'intéresse finalement depuis peu. Pourquoi vous vous êtes plongé dans l'observation de ces polluants ? Alors, ces polluants, ce sont des molécules qu'on connaît depuis plusieurs décennies, qui ne posaient pas de problème dramatique, on va dire. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des molécules extrêmement stables dans l'environnement et qui ont une fâcheuse tendance à s'accumuler dans certains milieux. Et il y a énormément de PFAS divers et variés, et bon nombre d'entre elles sont des molécules toxiques. Voilà, c'est un petit peu la caractéristique, et vous allez me reprendre, on les appelle les polluants éternels, on va revenir sur le b.a.-ba, du fait de leur longue espérance de vie, on va dire, dans l'environnement, c'est ça? Moi j'avais lu, ça peut être, on va de décennies jusque pour certains des millénaires, c'est vrai? Oui, c'est ça. Certaines se dégradent relativement rapidement, et puis ça dépend aussi beaucoup du milieu dans lequel ils se trouvent. Ils se dégradent plus rapidement dans l'atmosphère que dans les sédiments, par exemple. Mais certaines molécules peuvent avoir des durées de vie de quelques années, allez, on va dire une dizaine d'années. D'autres, il faut compter ça en millénaires, effectivement. Waouh, ça fait peur, hein. Ça leur permet surtout de beaucoup s'accumuler. Ça interpelle parce qu'on se rend compte aussi du caractère ultra toxique de ces polluants sur la santé. Alors, soit avéré, soit supposé, mais on parle de cancer, notamment du rein, des testicules, d'impact sur le système immunitaire, de lésions hépatiques, si je ne m'abuse. Oui, alors il y a des effets toxiques avérés pour certaines de ces molécules, mais le principal problème aujourd'hui, c'est leur capacité à s'accumuler. C'est-à-dire qu'il faut intervenir aujourd'hui, avant qu'il ne soit présent en très grande quantité dans l'environnement, parce qu'il sera ensuite extrêmement difficile de s'en débarrasser. Leur persistance dans l'environnement, ils ne se dégradent pas tout seuls finalement. On est en plein dans le registre de l'exposome là finalement.
de l'impact de ces polluants où on est exposé en permanence et qui impactent sur la santé humaine, mais pas que humaine aussi. On les retrouve dans les sols, dans les eaux. Là se pose la question de leur présence dans l'eau du robinet, la détection sera obligatoire en 2026, je pense, pour les communes. Oui, c'est ça. Effectivement, le problème qui se pose, c'est un problème d'exposome, puisque comme ces molécules sont stables, elles peuvent se distribuer dans l'environnement, dans toutes les matrices environnementales, mais on peut aussi les retrouver très loin de leur site d'émission, puisque finalement, elles ne sont pas dégradées, donc elles peuvent passer dans l'atmosphère sous forme de poussière ou sous forme de particules dans l'eau et être transportées de leur point d'émission jusqu'à des zones a priori isolées et exemptes de tout polluant. Ce qui veut dire que en région PACA, a priori, on n'est pas tant un site qui émet des polluants éternels, des PFAS, mais plutôt qui les reçoit de façon indirecte. Parce qu'on rappelle quand même que ces PFAS, c'est vraiment le propre des activités humaines. Ils existent parce qu'il y a des activités humaines. Oui, voilà. Ce sont des molécules qui sont purement d'origine anthropique. Il n'y a pas de production naturelle de PFAS. Voilà, parce que je sais qu'il y a les sites, il y a des hotspots un petit peu partout en France. En parenthèse, on a 5 sites en France et on serait le second pays européen à produire des PFAS derrière l'Allemagne aujourd'hui. Et on a des hotspots quand même ici dans les Bouches-du-Rhône. On pense notamment à Marseille, au ruisseau des Égalades. Si je ne m'abuse, il y a des observations qui sont faites. Alors, les hotspots, si on ne prend pas uniquement Marseille, mais les hotspots de pollution par les PFAS, c'est évidemment là où ces molécules sont produites. Donc on en retrouve par exemple à Lyon en quantité extrêmement importante. Sur la région, il y a moins de pollution par les PFAS parce qu'il n'y a pas de site de production comme on peut en avoir dans la région lyonnaise. Par contre, comme ce sont des molécules qui sont utilisées dans tous les biens de consommation, que ce soit pour l'alimentation, dans les objets du quotidien qu'on peut avoir chez soi, dans l'informatique, etc. Ces molécules sont malgré tout émises aussi dans nos logements et dans notre région plus largement. Et oui, en fait, il suffit pas d'avoir une usine type Arkema qui produit juste à côté de chez nous pour qu'on soit exposé. Ce que vous nous dites en substance, c'est que on va mettre ce qu'on disait aussi dans le chapeau d'introduction, on met des vêtements sportifs, il y a un composé dont le nom m'échappe, mais qui en contient, c'est ça ? Voilà. C'est ça, oui. Tous les vêtements qu'on appelle Gore-Tex, les propriétés d'étanchéité de ces vêtements sont liées à des molécules PFAS qui sont intégrées dans ces tissus. Les cosmétiques, on l'a dit. Les cosmétiques, les produits alimentaires, les films alimentaires qui sont étanches contiennent des PFAS. La gelée qu'il peut y avoir dans le matériel informatique et qui protège des incendies, de l'échauffement qu'il pourrait y avoir dans ce matériel informatique contient des PFAS. Enfin bref, on en a partout dans nos objets du quotidien. Et bien évidemment, ces PFAS contenus dans ces biens quotidiens se diffusent, se répandent dans notre environnement. Alors vous travaillez spécifiquement sur la présence des PFAS dans l'air qu'on respire. Vous pouvez un petit peu expliquer comment vous procédez, vous placez des capteurs, comment ça se passe ? Alors, heureusement, les concentrations qui sont présentes dans l'atmosphère sont faibles, donc travailler directement avec des capteurs, ce serait un peu difficile, on n'aurait pas la sensibilité nécessaire. Ce que l'on fait, c'est qu'on prélève des échantillons d'air, on accumule donc des PFAS sur un piège, et ensuite, on va analyser ces PFAS en laboratoire et du coup déterminer les concentrations qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. C'est essentiellement sur les particules atmosphériques qu'on les retrouve parce que ce sont des molécules qui sont peu volatiles. Et c'est tout récent en fait que vous commenciez à observer ces PFAS dans la qualité de l'air. Oui, ces molécules ont d'abord été recherchées dans l'eau et dans les sols, puisque comme je disais à l'instant, ce sont des molécules qui sont peu volatiles. Donc a priori, elles s'accumulent plutôt dans les sols, se trouvent aussi dissoutes dans l'eau. Ceci dit, il y a quelques molécules, quelques dizaines de molécules qui sont plus volatiles et qu'on peut retrouver quelquefois dans la phase gazeuse, mais aussi beaucoup plus fréquemment dans la phase particulaire.
Est-ce que vous avez déjà pu publier des données sur les comportements, on va dire comme ça, comment ces molécules que sont les PFAS évoluent dans l'environnement? Est-ce qu'elles ont une tendance à augmenter, à diminuer? Quelles sont vos premières observations? Alors, on n'a pas encore publié de travaux sur ce sujet. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis finalement relativement peu de temps. Ça doit faire 2 ans qu'on a commencé à travailler sur l'eau pour ces molécules. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, qui sont bien avancés, qui ne devraient pas tarder à être publiés. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore c'est pas encore fait. Et la finalité de ces données, c'est quoi leur devenir? C'est pour être fourni à qui et dans quel but? Alors, le laboratoire dans lequel je travaille est un laboratoire de l'université Aix-Marseille. On n'a pas vocation à conserver nos données. Elles sont publiques. Donc, on les publie d'abord dans des journaux scientifiques, des journaux généralement en langue anglaise. Donc, limité, enfin les lecteurs sont généralement d'autres scientifiques, mais on travaille également avec des organismes comme l'ADEME ou comme les collectivités territoriales, ou même avec des entreprises. Et ces données sont évidemment disponibles pour toutes ces structures. Donc sont accessibles à chacun. C'est vrai que les polluants éternels, on n'en entendait pas vraiment parler. Ça a été porté sur le plan médiatique lors de la grogne en fait des salariés de Tefal, qui sous le slogan touche pas à ma poêle, contestaient la probabilité de leur interdiction, parce qu'on est quand même maintenant dans des enjeux sanitaires qui font qu'on se dit « Oh, attention, warning, il faudrait peut-être interdire la présence de ces composés dans les process de fabrication et la mise sur le marché. » Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les données que vous produisez puissent inspirer les institutions européennes, enfin, fassent avancer, en tout cas, la réglementation autour de tout ça? Alors, c'est le but, en fait. C'est de savoir dans quelle mesure il faut ou pas réglementer ces molécules, compte tenu des informations qu'on pourra fournir sur la vitesse à laquelle elles s'accumulent, les types de molécules dans lesquelles elles se transforment, etc. Donc, c'est évidemment pas nous qui allons faire la réglementation, ça c'est le législateur qui s'en occupera, mais à la lumière des informations qu'on aura pu lui fournir. Justement, comment nous, consommateurs qu'on est tous, que vous êtes, parce que là j'ai interviewé jusqu'ici Henri Voigtman, le chercheur, vous, en tant que consommateur, est-ce que vous adoptez des petits gestes pour essayer de vous préserver de cette exposition aux PFAS, aux polluants éternels? Et si oui, est-ce que vous les partageriez avec nous? Alors non, je ne cherche pas à me protéger des PFAS parce que pour le moment, je n'ai pas d'informations suffisamment précises sur les niveaux de contamination environnementale. Je ne sais pas non plus comment les éliminer. La seule solution, ce serait effectivement d'arrêter d'utiliser des produits contenant des PFAS, mais vu que c'est dans les objets du quotidien, c'est quand même difficile. Les voies de contamination principales, c'est l'eau. Donc là, c'est l'eau du robinet que l'on boit. Bon, c'est pas à la portée de l'individu, c'est la qualité de l'eau qui doit être contrôlée. Il y a des législations qui devraient sortir à ce sujet. Pour 2026. En faisant un petit aparté, je me permets que les eaux de Marseille, par contre, ont devancé en fait l'obligation et qu'elles essayent déjà de le détecter, la présence des PFAS dans les eaux sur la distribution. Oui. Et la deuxième voie de contamination, ce serait l'air. Mais là-dessus, on a très peu finalement d'informations sur les niveaux de contamination. Plus dans les atmosphères intérieures que dans les atmosphères extérieures, puisque tous les vêtements que l'on peut avoir, tous les revêtements de sol, moquettes et autres peuvent libérer des PFAS. Mais on ne connaît pas aujourd'hui les niveaux de contamination et donc le risque induit. Donc pour le moment, je ne cherche pas à me protéger des PFAS. Alors juste, on n'y pense pas forcément, mais on sait que le plastique est le grand fléau du siècle. On parle des microplastiques, mais dans le plastique, on a des PFAS également.
Oui, alors il y en a à peu près partout de ces molécules. C'est bien là la difficulté, c'est que vouloir s'en protéger, c'est quasiment impossible parce que on les utilise à tort et à travers pour leurs propriétés qui sont aujourd'hui irremplaçables. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des alternatives aussi? Parce qu'on comprend la position des industriels qui est de pouvoir fournir des produits imperméabilisants et tout ça. Est-ce qu'on aurait des alternatives qui seraient moins toxiques pour remplacer les PFAS? Alors, je crois pas qu'aujourd'hui il y ait d'alternatives prêtes. Disponibles, mais ça doit pouvoir se trouver. Quand il y a eu les problèmes avec les fréons, les fréons, ce sont les gaz qui détruisaient la couche d'ozone. D'accord. Quand il y a eu cette problématique, il n'y avait pas de produits de remplacement et ces produits de remplacement ont été développés quand il a été montré de façon certaine que ces fréons avaient des conséquences néfastes sur la couche d'ozone. Donc on peut imaginer exactement le même type de process, mise en évidence d'un risque fort avec ces PFAS et développement de molécules alternatives qui viennent les remplacer. Mais ça vous fait pas peur, vous, parfois, de vous dire qu'on est exposé comme ça en permanence à ces polluants éternels, alors parfois avec des impacts sur la santé qui sont révélés ou supposés, enfin, ça vous inquiète pas? Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le problème avec les PFAS, c'est pas forcément l'exposition qui risque de nous rendre malades. C'est si on ne fait rien, ces molécules risquent de s'accumuler dans l'environnement, d'atteindre des niveaux de concentration qui deviennent élevés, et à ce moment-là, le risque devient avéré, devient fort. Et on n'a pas de moyens pour les éliminer puisqu'ils sont éternels, ils sont extrêmement stables dans l'environnement. Donc finalement, par la science, on arrive à anticiper les problématiques de contamination de cet environnement. Donc ça me fait peur, oui, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant, mais si on est vigilant, on peut arriver à anticiper les difficultés. En tout cas, on voit aussi que sur le plan législatif, les choses sont en train d'évoluer, puisque depuis juin 2023, il y a un arrêté ministériel qui impose aux industriels d'analyser la présence des polluants éternels dans leurs rejets aqueux. On peut imaginer que les choses vont aller de plus en plus dans ce sens-là. Après, moi j'avais envie de partager avec vous, c'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais quand on est envahi du plastique. Personnellement, moi j'ai essayé de faire une semaine sans plastique, j'ai complètement échoué. Il faut rappeler que cette contamination, elle se fait surtout via l'ingestion et l'inhalation, c'est ça. Il y a nombre d'aliments dont la présence sur la chaîne alimentaire est empreinte de ces polluants éternels, mais qui peut être accentuée aussi, par exemple, quand on les met dans des contenants plastiques au micro-ondes. Oui, forcément. À partir du moment où on chauffe ces plastiques, ça facilite le transfert depuis le plastique vers les aliments parce que ça augmente la mobilité des molécules. Et puis, ça favorise aussi leur volatilisation, donc leur passage dans la phase atmosphérique. Ils ne restent pas forcément à l'état de gaz, mais s'associent à ce moment-là à des particules et c'est à ce moment-là qu'on peut les inhaler. Aérer aussi souvent les pièces, j'imagine que ça participe à avoir moins de présence dans l'air intérieur. Alors, d'une façon générale, pour éviter les fortes contamination à l'intérieur des locaux, il faut aérer les pièces. Des pièces qui sont hermétiquement closes contiennent évidemment des fortes concentrations de PFAS, mais aussi de beaucoup d'autres contaminants. Voilà, alors moi je vais juste donner des petits checklists. Évidemment pour les cosmétiques, on peut se rabattre sur des cosmétiques plus naturels et à composantes bio. On peut choisir aussi le plus possible d'acheter en vrac plutôt que des produits. Voilà. Et puis si vous aussi, auditeurs de ce podcast, vous avez des idées à nous transmettre pour voir quels sont les petits gestes que vous appliquez, si vous voulez partager avec nous pour éviter cette exposition aux polluants éternels, n'hésitez pas à nous adresser un petit mail à inspiron.media@atmosud.org. inspiron.media@atmosud.org. On pourra en parler pendant des heures. Henri, merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir participer et d'avoir éclairé nos lanternes et nos consciences sur cette problématique des polluants éternels.
À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et moi, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast Inspirons, le podcast au service du vivant d'Atmosud, où nous vous inviterons à vous pencher sur le calcul du ppm de votre année de naissance, ppm comme particules par million. Alors, le ppm, qu'est-ce que ça? Je ne vous en dis pas plus, mais on se retrouve très vite. À très bientôt.